Je l'ai fait ce livre-là, je l'ai écrit, je l'ai rêvé depuis tellement d'années comme un devoir de mémoire. Éthylisme, notre histoire de la mode des années 50 à Mon aujourd'hui. cœur, encore une fois, parce que je pense qu'on ne connaît pas notre belle histoire. Et donc, c'est pour ça que j'ai divisé tout par décennies, en fait, parce qu'on comprenait tout. C'était quoi votre but en écrivant ce livre-là? Ah ben, je voulais raconter notre belle et grande histoire si méconnue en mode, et je voulais démontrer que la mode était ce miroir fascinant de la société. Je démontre là que la mode est un fabuleux reflet, un kaléidoscope de notre société. On passe à travers en fait 7 décennies de mode. Vous savez, moi j'aime beaucoup la mémoire, la tradition qui inspire. Et je crois que bâtir la fierté de notre histoire, c'était devenu essentiel pour moi. Et je voulais célébrer la mode d'ici. Et c'est exactement ce qui se passe. Tout à coup, les gens disent, mais on a une grande mode, on a eu des pionnières et des pionniers fabuleux qui ont façonné notre mode. On a de quoi être fiers, comme les Français sont fiers de leur mode, ou les Italiens, ou peu importe. Puis aussi, c'est que là, je commence avec les années 50, des années de tradition, mais d'élitisme aussi, parce que quand on voulait être bien habillé, il fallait absolument se rendre dans les salons de couture, des couturiers, ça coûtait cher souvent. Alors donc, je commence toujours avec le contexte international, Chanel, Dior et tout. L'histoire de la mode, c'était moins connu au Québec. Et grâce à vous, on a maintenant une brique. Ben oui, c'est une belle brique, je dois dire, parce que c'est un livre qui déjà s'impose comme presque un livre de référence, en fait. Hein. On n'oubliera plus jamais, et là, ça risque de se transformer même en série documentaire, en fait. Mais tout de suite, j'arrive à la mode québécoise, alors, et là, j'explique que déjà, il y a eu, on est dans les années 50, la première association des couturiers, on ne sait pas. Puis quand il y a des encadrés comme ça, c'est une anecdote en particulier que j'ai à dire sur quand j'ai rencontré Hélène Bédard, nos mannequins. Parmi les noms qui sont mentionnés, il y a sûrement des noms de personnes que vous avez connues lors de votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être une ou deux anecdotes par rapport à certaines des personnes qui sont citées? Oui, ben écoutez, il y a Léo Chevalier qui a été un pionnier de notre mode, un monsieur absolument extraordinaire qui a été mon parrain un peu dans la mode parce que après seulement 3 collections, il s'est présenté à moi et il a dit, mais Jean-Claude, si je peux vous aider, je crois beaucoup en votre talent et je vais être votre parrain. Alors il m'a amené en fait dans l'association des designers canadiens et on présentait des collections un peu partout à travers tout le Canada. J'ai d'autres souvenirs, par exemple, à l'Expo 67, c'est l'année où j'avais décidé d'aller étudier la mode et j'étais là tous les jours à l'Expo 67 pour voir les défilés formidables. Et j'avais vu un défilé qui avait fait scandale parce que un des couturiers marquants de l'époque, Jacques de Montjoie, qui avait formé la première association canadienne de designers de mode, avait présenté une cape avec le drapeau américain. Et puis, le mannequin défilait, puis elle a enlevé sa cape, puis elle avait une tunique un peu indo-chinoise, là, maculée de sang. C'était évidemment sa révolte contre la guerre du Vietnam. Et moi, j'étais là lors de ce moment de scandale. Et donc, les journalistes se sont rués sur cette création-là. Et ça fait un peu le tour du monde.
Alors, la police est intervenue pour... Moi, j'ai été, imaginé, quand j'ai travaillé les week-ends comme vendeur chez Eaton, il y avait un mannequin illustre de l'époque à Montréal qui travaillait beaucoup, beaucoup, et elle m'avait choisi comme son habilleur officiel. Et elle s'appelait Ivana. On n'a jamais su son nom de famille, sauf qu'elle était hongroise, je pense, ou tchèque d'origine. Et cette dame, Ivana, eh bien, elle est devenue, imaginez, Ivana Trump, la femme de M. Trump par la suite. Alors, vous avez habillé Ivana Trump. Et je l'ai déshabillée aussi, puisque j'étais son habilleur officiel. J'aimerais ça qu'on parle de votre parcours, si vous voulez. Vous avez commencé en 72 en ouvrant une boutique, un atelier boutique dans le Vieux-Montréal. Adam, c'est bien ça? Boutique Adam? Non. En fait, mon atelier boutique, je l'ai appelé Parenthèse. Et comme j'arrivais difficilement les fins de mois étaient un petit peu pénibles après quelques mois, je suis allé travailler comme vendeur les week-ends à la boutique Adam, qui était la boutique très haut de gamme pour hommes chez Eaton à l'époque, le grand magasin Eaton, qui était le grand rival de l'Abbé. Et donc, entre ce travail dans mon atelier, parenthèse, dans le Vieux-Montréal, et puis mon travail comme vendeur à la boutique Adam, ben, j'arrivais à arrondir les fins de mois. Parenthèse, c'était aussi une collection? Oui, absolument. D'ailleurs, si vous allez voir mon exposition Jean-Claude Poitras, mode et inspiration au Musée de la civilisation à Québec, vous allez voir les premières griffes parenthèses. Et en fait, j'avais choisi ce nom-là parce que j'ai toujours dit que j'étais né marginal et que je mourrais atypique. Et que mes premiers pas dans la mode, chez les manufacturiers, j'ai pas du tout aimé ça. Et je me disais, oh mon Dieu, il me semble que je serais toujours à part, différent des autres et tout. Et l'idée de la parenthèse, j'aimais ça. Vous êtes né marginal, vous allez mourir atypique, c'est ce que vous dites. Qu'est-ce qui explique cette identité si particulière? Ça doit être un mystère pour vous? Oui, je suis né comme ça, en me sentant toujours un peu différent. Je ne sais pas pourquoi. Au moment où tous les autres garçons de l'école primaire jouaient au hockey, moi, je costumais mes amis. C'était fou. Je partais dans mes rêves. Je voulais écrire. Et finalement, donc, j'étais un enfant extrêmement rêveur et tout. Et on dirait que cette espèce de marginalité, en quelque sorte, a fait en sorte que je me suis... ça a forgé mon caractère. Deux fois la pièce, là. Moi, je suis une collection infernale. Donc aujourd'hui, je trouve ça très étonnant. Il me semble que j'avais un peu tout contre moi. J'étais d'une timidité maladive et tout, mais qu'aujourd'hui, j'ai pu... inspirer des gens, que je me sente aimé, porté par une vague d'amour comme ça, que des femmes soient venues à moi, comme André Lachapelle, comme tant d'autres, qui m'ont dit « On aime ce que vous faites, Jean-Claude, on veut vous porter, on veut... » Elles ont acheté mes vêtements, Quand une femme dans la rue m'arrête pour me dire « C'est extraordinaire, M. Poitras, vous vous rendez compte, vous avez fait partie du plus beau jour de ma vie, je me suis marié en Poitras et tout. » Alors je pensais jamais qu'un jour j'aurais cette espèce de vague d'amour qui continue de me nourrir chaque jour. Non. Je vais aller chercher Il y a toujours eu chez moi ce côté double, paradoxal, du timide d'un côté et du passionné de l'autre. Et je crois qu'à un moment donné, quand je ressentais tellement le besoin de dire quelque chose, de créer quelque chose, qu'il fallait à un moment donné que le passionné prenne le dessus et dise au timide « Allez, laisse-moi maintenant. Tu as fait ton travail peut-être de création et moi, laisse-moi finalement aller porter le message. » C'est très, très important, la part de rêve et d'être fidèle à qui l'on est, parce qu'il y a des gens que je croise beaucoup dans la vie et qui sont un peu aigris parce que tout à coup, ils découvrent qu'ils ont essayé de renoncer à qui ils étaient profondément.
J'aime beaucoup la calligraphie japonaise et la pureté des lignes et des formes qui m'ont toujours marqué dans la mode. On les retrouve aussi dans ces œuvres-là, tout en mouvement, en courbe, en sensualité. On dirait que je traite mes papiers un peu comme je traitais mes matières en mode, alors des papiers qui viennent de partout, et même j'en ai de Charlevoix, mais aussi du Japon, de la Corée du Sud. Mais ceux-ci sont très importants parce qu'en fait, ils vont au mur. Alors donc, j'adore les papiers, j'adore le verre aussi, parce que je fais aussi beaucoup de portes en vitraux, mais très contemporains. Que ce soit sur verre ou sur le papier, les différents papiers. Tantôt, je regardais une de ces œuvres-là et j'ai réalisé que c'était une femme. Ça m'a pris du temps, mais ce sont des femmes stylisées, en fait. Absolument, je ne peux pas nier d'où je viens. C'est une vie consacrée aux femmes. Dès mon enfance, je n'ai que des figures féminines autour de moi. C'était ma grand-maman, sage-femme, qui m'a donné naissance, ma mère adorée, mes tantes, mes deux grands-mères, évidemment. Ensuite, en mode, eh bien, ce sont les femmes qui ont cru en moi, ce sont les femmes que j'ai habillées, même si j'ai habillé des hommes par la suite. Ce sont vraiment, au départ, les femmes qui m'ont... Alors donc, c'est une vie consacrée à vouloir les embellir. Dès que je me mets à créer, eh bien, ce sont ces silhouettes-là qui me reviennent parce que toute ma vie, j'ai drapé des corps féminins avec des matières et tout. Alors, c'est vraiment ça qui me vient automatiquement. Mes sculptures lumineuses, qui sont mes lampes en quelque sorte, et bien, c'est parti de mes mannequins d'atelier. J'ai voulu les éclairer de l'intérieur, comme si ce mannequin avait un supplément d'âme. Moi, ce qui me fascine, c'est que, bon, vous passez de la mode, du vêtement, ensuite l'art visuel, et puis il y a tous les accessoires, la vaisselle, mais il y a toujours la même recherche. Toute votre vie est cohérente, en fait, même si vous allez dans plein de domaines. Ah ben, je suis ravi de vous entendre dire ça. C'est vrai que c'est ma démarche et qu'on reconnaît, mon trait, mon esthétique, ma quête de beauté. J'ai toujours voulu célébrer la beauté au quotidien et pouvoir permettre aux gens de manger dans des assiettes et tout, qui portent vraiment ma signature. Que je le veuille ou non, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je fais, j'ai un style et j'ai une signature. Et ça, je peux pas me... Vous savez, j'ai toujours eu envie que l'on m'aime, mais pas au point de me trahir. Et je suis content de ça, d'avoir persisté, d'avoir... Et puis, je pense que quand les gens disent « mais c'est reconnaissable au premier coup d'œil », c'est du poitrage. Alors, je me dis « ah ben, je suis très fier de ça ».